RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Parole de paix sur RCN, effectivement. Nous sommes toujours sous état d'urgence sécuritaire et sanitaire que nous dénonçons au détriment des urgences sociales et environnementales. Et nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence. Parole de paix est un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Notre collectif échange autour des questions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres, leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Dans cette émission, nous aborderons la question du service national universel. Nous aurons un invité et puis, comme d'habitude, nous commençons par des brèves. Peut-être 24 février 2022. L'armée russe est entrée en Ukraine, agresse un pays, l'Ukraine. Des réactions nombreuses, ça fait même la une de l'actualité régulièrement. Il y a beaucoup de soutien qui est apporté au peuple ukrainien, beaucoup d'empathie, beaucoup pour les réfugiés, pour le coup, alors qu'il y a quelques mois on conspuait tout réfugié, tout migrant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que une guerre est toujours une monstruosité. Et donc dans Parole de paix, on ne peut que dénoncer cela. Et à Nancy, il y a eu aussi des initiatives pour marquer notre refus d'accepter cette invasion, d'accepter les massacres qui se déroulent à 1200 km de Nancy. Voilà, c'est un petit peu ce qui est donné à voir. Donc Grudgy, le mouvement de l'objection de conscience ne pouvait pas rester les bras ballants et trouver qu'il fallait réagir. On avait eu à Nancy la municipalité socialiste et le département socialiste qui avaient proposé de venir sur la place Stanislas pour s'y opposer. Et nous, le MOC, on se disait, ils ont invité personne d'autre que eux-mêmes, tous derrière le drapeau ukrainien ou français ou municipal et départemental. Et donc le MOC a décidé de réagir au départ en disant il faut que les associations, il faut que les organisations humanitaires soient aussi présentes et marquent leur opposition. Et que l'appel soit beaucoup plus large, discuté, construit ensemble, et donc ça a amené à la création d'un collectif de 26 organisations, plus des citoyens français et ukrainiens. Et tchétchènes. Qui ont fait un certain nombre de rassemblements, de manifestations sur Nancy, pour montrer, pour exiger d'une part le cessez-le-feu immédiat, et puis une construction de la paix en Europe et dans le monde globalement, sur d'autres bases qu'une récupération politique. Donc entre 27 et 30 organisations rejoignent au fur et à mesure cet appel. Est-ce que tu peux nous rappeler autour de quel texte, autour de quel appel ces organisations qui vont des syndicats aux associations telles que le MOC, le MAN, des membres de la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, oui, voilà, donc le SAF Nancy, il y a une longue liste d'organisations. Et le texte commun sur lequel on a réussi à construire ensemble et à se mettre d'accord, nous condamnons fermement le choix des armes et du sang, décidé par le président russe Vladimir Poutine. Nous refusons la logique des blocs et l'engagement militaire de la France comme de l'OTAN, qui conduirait inévitablement à une escalade guerrière. Pour sortir de la guerre, la mobilisation des peuples du monde entier est indispensable. Comme à Berlin, Prague, Moscou ou Washington, nous vous appelons à manifester massivement. Pour le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, pour refuser l'escalade guerrière, pour exprimer notre solidarité avec les Ukrainiens, pour exprimer notre solidarité avec les pacifistes russes et tous les peuples mobilisés pour la paix, pour exprimer notre solidarité avec tous les réfugiés, pour le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc donc c'est Ukraine, cessez-le-feu immédiat et construisons la paix en Europe. Parce que en tout cas, nous, le MOC, on pense qu'il n'y a pas de solution militaire
aux guerres de façon générale. Il faut des solutions diplomatiques pour s'en sortir, parce qu'on se construit pas au XXIe siècle la paix en se disant qu'il suffit de massacrer tous ceux qui sont en face ou pas d'accord avec soi pour avoir la guerre. Donc pour avoir la paix. Donc nous on veut dans ce collectif là, on souhaite que qu'il y ait une véritable construction de la paix en Europe. Voilà, avec faire arrêter déjà les premiers massacres. Ça c'est les conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Et donc pour sortir de la guerre en Ukraine, construisons la paix en Europe. On peut rappeler d'ailleurs qu'on a déjà fait une émission au sujet de l'Ukraine il y a quelques semaines sur Radio Caraïbes Nancy. Oui. Que vous pouvez réécouter, bien sûr. Tout à fait. Et donc il y a eu plusieurs rassemblements. On a proposé le tout premier, on était très peu, on était une cinquantaine comme ça. C'était juste un rassemblement. On a ensuite fait des manifestations. On était plus de 500 personnes. C'était au début du mois de mars. Et jusqu'au mois d'avril, et on ne sait pas à l'heure actuelle qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, il faut qu'on continue à marteler que la guerre n'est pas envisageable. Et n'est jamais la solution. Et la guerre, comme la pandémie et comme un certain nombre de choses, enrichissent toujours les mêmes. Et par contre, c'est toujours les peuples et les plus pauvres qui la subissent et qui sont les premiers concernés. Il y a une magnifique phrase, je l'ai plus exactement en tête, mais la guerre est décidée par des gens qui se connaissent et qui ne s'entretuent pas, mais qui est faite par des gens qui ne se connaissent pas, mais se tuent. Oui, c'est et chaque guerre aussi, la première victime de la guerre est le mensonge et la propagande, parce que effectivement on est aussi ce qu'il y a aussi de malheureux malheureux en plus des massacres. C'est pas le premier mensonge, c'est la vérité qui est la première victime. La première victime des guerres, c'est la vérité. Et les différents mensonges, les propagandes. Il y a toujours une instrumentalisation. On le disait en tout début de cette brève. Il y a une instrumentalisation qui peut être faite notamment par les politiques ou comme tu le dis, ou les marchands d'armes ou tous ceux qui ont des intérêts à ce que les guerres existent encore. Peut-être. Et juste un instant, puisqu'on parlait de ce collectif, peut-être rappeler que vous pouvez suivre les initiatives de ce collectif sur le Facebook du MOC Nancy, entre autres, justement, où est relayé chaque fois qu'il y a une manifestation ou un rassemblement de prévu, et les communiqués communs. Donc Facebook, MOC Nancy. La page du MOC Nancy, dans Facebook, il faut faire moc.nancy. moc.nancy. Et comme ça, c'est vrai que tu as raison de dire qu'on peut avoir les informations sur les activités dans lesquelles le MOC est impliqué, et il est impliqué dans ce collectif pour sortir de la guerre en Ukraine et pour construire la paix en Europe. Je disais aussi la question des ventes d'armes. Hein, je rappelle que la France a toujours aimer parler de paix, mais en même temps vendre des armes partout. Hein. On a vendu des armes aux Iraniens et aux Irakiens en même temps, alors qu'ils étaient en guerre. On a vendu des armes à l'Inde et au Pakistan. On a vendu en Arabie Saoudite. Voilà. On a vendu des armes aussi à la Grèce et à la Turquie, alors qu'il y a beaucoup de tensions. Voilà, on est et jusqu'en 2020, la France de Monsieur Hollande et de Monsieur Macron vendait des armes à Vladimir Poutine, à la Russie. Ça, c'est Disclose, le site d'information qui nous le rappelle. La France vend des armes à la Russie et a vendu des armes à la Russie, en tout cas jusqu'à une récente actualité, et maintenant parle, ou en tout cas vend des armes pour les Ukrainiens, parce qu'il faut vendre des armes des deux côtés. C'est toujours bon pour le commerce. Justement, je fais une deuxième brève. Je veux parler de Disclose. Donc c'est Disclose. J'invite les auditeurs et auditrices à aller régulièrement sur ce site. Donc ils ne font pas que des enquêtes sur la guerre, mais c'est vrai que dernièrement, là en mars. Guerre en Ukraine, Macron assume les livraisons d'armes à la Russie. Ukraine, la France a livré des armes à la Russie jusqu'en 2020. Voilà, ça c'est leurs dernières enquêtes. C'est un site intéressant. Il faut aller sur disclose, disclose.ngo. Disclose.ngo, et on a ce site d'enquête qui est vraiment un site fouillé et intéressant, et la question des ventes d'armes fait partie de des sujets sur lesquels ils travaillent. Et je signale également que ils vont sortir, donc Disclose et la revue dessinée,
va sortir une bande dessinée qui s'appelle « On leur vend des armes » et le pire, c'est qu'ils s'en servent. Donc c'est une bande dessinée qui va sortir bientôt. On peut précommander cette bande dessinée sur KissKissBankBank, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc je ne peux que conseiller On leur vend des armes et le pire c'est qu'ils s'en servent. Et je pense que quand on l'aura reçu aussi, on en reparlera en petite brève dans notre émission Parole de paix. Je vous propose, si on n'a pas d'autres brèves, de passer un premier morceau musical et on commence directement notre dossier sur le service national universel. Les parents non plus n'en veulent pas et nous aurons comme invité Rodrigo Arenas avec nous et on commence par on vient de parler de guerre, une chanson qui s'appelle Vos guerres, nos morts de Ashton, un morceau qui dure un peu plus de 3 minutes. RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin. Vous écoutez donc Parole de paix sur RCN. Dans cette émission, nous parlons du service national universel. Je rappelle qu'on retrouve Parole de paix bien sûr, on peut l'écouter sur 90.7, mais on peut aussi l'avoir en écoute et en réécoute et en podcast sur le site rcn-radio.org. Il faut aller dans la rubrique Parole de paix et on retrouve également les émissions Parole de paix sur la chaîne YouTube de RCN Radio Nancy. Donc nous parlons aujourd'hui du service national universel. Autour des micros, nous avons Grudji du mouvement L'Objection de conscience. Bonjour Grudji. Rebonjour Stéphane. Rebonjour. Et nous avons également Mohamed avec nous. Mohamed, je peux te présenter en 2 minutes parce que tu as des titres. Donc Mohamed est aussi membre de l'Éducation nationale. D'ailleurs on est tous les trois dans l'Éducation nationale. C'est un avantage. Voilà. Tu es président, Mohamed, de l'association AVEC. Tu es président du Conseil citoyen de Vendeuvre, le CCV. Tu es président de la FCPE 54, porte-parole du collectif des conseils citoyens du Grand Nancy, porte-parole de la FCPE Grand Est, administrateur de la fabrique collective de la culture du libre en 54, et tu es également membre des Francas. Des Francas. Bonjour Mohamed. On se connaît parce que tous les trois on fait partie avec une quinzaine d'autres organisations d'un collectif à Nancy qui s'est créé début 2020. Février 2020, qui s'appelle le collectif Lorraine Sud contre le service national universel. Et ce collectif s'est créé après avoir vu qu'il y avait des réactions dans toute la France contre le service national universel. Et notamment, on avait lu cette cette tribune, je dirais, du JDD du 7 juillet 2019, signée par Rodrigo Arenas et Carla Dugo, qui étaient en juillet 2019, tous les deux coprésidents de la FCPE qui est la... Mohamed ne me démentira pas, je suis aussi membre de la FCPE, c'est la plus grande fédération de parents d'élèves, et donc on avait vu que la fédération de parents d'élèves en 2019 prenait position contre le SNU en signant un article qui s'appelait SNU garde à vous fixe, donc par Rodrigo Arenas et Carla Dugo. Nous avons justement appelé pour cette émission Rodrigo Arenas. Bonjour Rodrigo. Bonjour. Tu es avec Maintenant, nous. j'ai plus aucun titre si ce n'est celui de parent d'élève de mon conseil local. Tout à fait. Et donc, merci à vous de m'inviter. Oui, il y avait plein de titres dans la fédération où je suis adhérent maintenant. Oui, et c'est vrai que c'était... Non, mais nous, ça nous avait interloqué positivement de se dire que la plus grande fédération... Parce qu'on avait vu des appels d'organisations de jeunesse qui s'étaient opposés, qui avaient aussi écrit dans le JDD d'ailleurs qu'ils étaient opposés au service national universel, des syndicats étudiants, et que des parents prennent la parole pour dire... nous, le service national universel, on n'en veut pas non plus, ça nous avait fortement intéressé. Je propose qu'on commence peut-être par le début pour redire aux auditeurs qu'est-ce que c'est que le SNU. Quelqu'un veut commencer à présenter ou je continue comme vous voulez? Le SNU, donc je continue. Le SNU, c'était une promesse du candidat Macron en 2016-2017. Alors c'est vrai que souvent autour des élections, les candidats sont un peu chatouillés par ces questions de service militaire qui est plus là en France et tout ça. Et donc Macron avait le candidat Macron
pour 2017, avait dit moi je remettrai le service militaire. Après ça a un peu évolué. Après il s'est dit il faut trouver une autre formule, et donc ils ont sorti d'un chapeau, d'un chapeau pas tant que ça, mais c'est fait avec des. Ils ont sorti plutôt d'un képi, puisque c'est un militaire qui a travaillé sur cette commission. Tout à fait. C'était tout à fait. C'est le général Menawin, je crois, si c'est mes souvenirs. Le général de division Daniel Menawin qui avait lancé les premières conditions dans lesquelles le SNU pourrait être décidé. Donc c'est une question qui a taraudé la République en marche, de se dire il faut qu'on impose un service national universel. Universel, ça veut dire pour les filles, pour les garçons, obligatoire. Et donc le SNU est présenté comme alors il est paré des plus beaux atours. On dit que c'est ils le vendent comme étant une promotion transmettre le goût de l'engagement. Ça a pour but de recréer un socle, un creuset républicain. Impliquer la jeunesse française dans la vie de la nation, promouvoir la notion de l'engagement et favoriser un sentiment d'unité nationale autour de nos valeurs communes. Alors après, tout ça n'est pas très défini, c'est des beaux termes, c'est des beaux mots, et la première expérimentation du service national universel a eu lieu en juin 2019, c'est ça, Mohamed? Oui, c'est ça. On a donc, Gurjit, tu voulais nous parler de cette expérience ou? Et on peut rappeler que cette expérience était sur la base du volontariat des jeunes. Et donc, c'était une infime minorité de jeunes. Ça devait être lors de 2000 sur 13 des départements. Oui. L'année ensuite, c'est monté un petit peu. Il y avait 2000 volontaires qui étaient présents la première fois. 2000 peut-être pour mettre une échelle de valeur, 2000 volontaires sur 800 000 jeunes. Voilà. Au départ. Oui, c'est... Une génération, c'est 800 000 jeunes. Donc, quand le gouvernement Macron qui souhaitait, et maintenant le candidat Macron qui persiste, pour dire qui va le rendre effectif et obligatoire à tout le monde, ça sera 800 000 jeunes. Donc, Gruge, tu as raison. Ce serait 800 000 jeunes. Oui, sauf si on empêche ce projet. Donc, Gruge, tu disais, ils étaient 2000 à la première, avec force média, des télés partout, pour nous montrer quoi? Quelque chose de très militaire, très militariste, très militarisé. Oui, des jeunes en uniforme, qui saluaient le drapeau, qui étaient au garde à vous, qui faisaient des pompes en punition collective dès que certains n'avaient pas fait comme il aurait fallu, alors que c'était que des volontaires, et donc qui étaient plutôt susceptibles d'adhérer pleinement au merveilleux programme qui leur a été proposé. Et déjà en 2019, donc Rodrigo, toi dans votre article, vous disiez que c'était faire jouer les jeunes à la guerre pour satisfaire les fanas des choristes. Tu disais que c'était déjà très démagogique et pas forcément un bon choix pour la jeunesse. Disons que, comme Mohamed, comme toi, comme d'autres, nous, on est dans une fédération qui prône l'émancipation. C'est-à-dire la capacité que les adultes donnent des outils aux enfants pour s'affranchir. S'affranchir de quoi? D'une autorité de tutelle qui, certes, les guide dans leur devenir, dans le choix de leur avenir, mais sans leur imposer une vision autoritaire des choses. Il y avait une confusion à l'époque, qui n'est pas une confusion pour le coup, c'est une volonté politique du gouvernement de confondre l'autorité de l'adulte qui doit aider l'enfant dans son devenir, à le permettre de s'émanciper, de s'affranchir, y compris des représentations des parents, avec de l'autoritarisme qui en fait impose une soumission à une autorité supposée hiérarchique qui du coup s'est retrouvée, y compris dans les manifestations que vous devez dire, comme par exemple ces gamins au garde à vous, ou ceux qui par exemple avaient les mains dans les poches, qui étaient punis en faisant des pompes, c'est-à-dire une vision très militaire, qui d'ailleurs était importée d'un modèle anglo-saxon, qui est le modèle des bootcamps. Il y avait cette idée préconçue à l'époque, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup bougé dans certains territoires de notre pays et dans certains candidats à la présidence de la République, pour pas les nommer, d'une vision d'enfant qui serait déviant, qui ne respecte personne, qui ne respecte rien, qui ne respecte aucune règle. Et face à ces enfants-là, le mieux, c'est de les mater. C'était cette idée-là qui était dans le SNU. Et d'ailleurs, ce qui était condamnable en tant que fédération de parents, c'était que si on voulait que les enfants aillent vers une logique plus militarisée, en fait, de leur rapport à la société, il y a des enfants qui veulent le faire, des jeunes qui veulent le faire, mais ça dépend du ministère des Armées. Et certainement pas du ministère de l'Éducation nationale, parce que l'Éducation nationale a une vocation à éduquer, a une vocation à instruire, pour le lire, écrire, compter par exemple, mais n'a pas vocation
à mater les enfants. Et là, il y a une confusion à la fois de portefeuille gouvernemental, mais par contre, il y a une vision partagée sur l'ensemble du gouvernement par rapport à la vision de l'enfant qui convenait de mettre au pas et non pas d'éduquer pour leur permettre de s'affranchir, et y compris remettre en question certaines règles que posent les adultes, que nous avons vues au cours de ce quinquennat, étaient bien idiotes, voire bien imbéciles. Je prends par exemple, d'une façon plus légère, mais pour autant très symptomatique, la réaction qu'a eu Jean-Michel Blanquer par rapport au crop-top des jeunes filles, ou toutes ces visions qui consistaient à contrôler le corps de femme, qui d'un point de vue idéologique et philosophique est intimement lié à ce coup d'essai qui a été mis sur le SNU, c'est-à-dire une vision de contraindre les enfants à se soumettre aux désirs des adultes, aux règles des adultes, des règles et des désirs qui parfois sont contre-productifs, y compris par rapport à leurs propres droits en tant que jeunes. Oui, parce que concrètement, le service national universel, on l'a dit jusqu'à présent, là jusqu'à 2022, c'était le gouvernement en a fait une expérimentation à chaque fois. Donc c'est que des volontaires, mais le format c'est 15 jours en maisonnée, en encadrement, en encadrement, 15 jours donc je disais avec levée de drapeau, avec Marseillaise, avec Mohamed disait avec des activités très militarisées. 15 jours, ces 15 jours-là obligatoires, deviendraient obligatoires. Et ensuite, il y a un temps qui s'appelle de mission d'intérêt général. Donc là, un certain nombre donc ça veut dire des jeunes qui vont faire des missions d'intérêt général, voilà, vont donner de leur temps. Oui, dont certaines, on peut se poser des questions, puisque ça peut être au sein de l'armée, de la gendarmerie, des pompiers, c'est déjà un peu plus positif, ou dans des associations, mais ça peut être aussi je sais pas quel est l'intérêt des générales d'aller faire passer 15 jours dans une caserne. Et là, les associations ou un certain nombre d'organisations s'opposent même à ces missions d'intérêt général où elles y voient de la main d'œuvre gratuite, où des jeunes travailleraient gratuitement et prendraient des places d'autres salariés, notamment dans les associations d'éducation populaire. Et ce service national universel est en 3 parties. Première partie, on l'a dit, les 15 jours qu'ils appellent séjours de cohésion, donc c'est l'encadrement et les activités militaires. La deuxième partie, c'est la mission d'intérêt général, et ils invitent, alors la troisième partie est facultative, à l'engagement volontaire, effectivement, plutôt pour s'engager dans l'armée, s'engager dans la gendarmerie, s'engager plus loin sur le service civique. Voilà, donc le service national universel, c'est ça. Et pour l'instant, il y a force de médias, force de communication pour le gouvernement, un secrétaire d'État, Gabriel Attal, et puis ensuite c'est une femme, c'est Sarah El Haïry qui s'occupe de cette question-là, et mettre le paquet. Et comme on vient de le dire, un des soucis majeurs, comme tu viens de le dire aussi, Rodrigo, c'est que ils imbriquent là-dedans l'éducation nationale. Il y a 3 choses là-dedans. D'abord, les jeunes, même les enfants, sont déjà dans des missions d'intérêt général. Il y a plein d'associations qui aujourd'hui fonctionnent avec des mômes qui vont de façon volontaire pour prendre soin des gens. D'abord parce que c'est des valeurs que leur transmettent leur famille parfois, ou aussi des valeurs que leur transmettent l'école à travers des projets de solidarité qui existent. Il y a plein de projets dans les écoles, par exemple. Même moi, quand j'étais môme, ça existait. Par exemple, quand on décide de se collecter ensemble pour installer, je sais pas, une pompe à eau au Mali, par exemple. Moi, je me souviens avoir participé à un truc comme ça. Donc, les jeunes sont déjà dans ces logiques-là, et ça ne s'est pas arrêté. Le deuxième problème qu'il y a dans tout ça, c'est que le budget du SNU, il était à l'époque de 1,5 milliard d'euros. Voilà, c'était ça le budget. Et en contrepartie, puisqu'on parle aussi, il y a un aspect social dans la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de faire, oui, on va aider les jeunes, etc., pendant l'été parce qu'ils s'emmerdent un peu, c'est ça l'idée. Il y avait que 20 millions d'euros qui étaient consacrés à la cantine scolaire et au petit déjeuner gratuit. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion entre les budgets alloués à ce qui est vraiment utile et ce dont vraiment ont besoin les enfants pour manger, prendre un petit déjeuner, machin, etc., avec le bilan qu'on connaît, et de mettre le paquet sur ces organes-là, qui en plus ne fonctionnent pas. Parce qu'en plus, ça concerne pas énormément de jeunes au regard de toute la France. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, on a bien vu, et le confinement l'a rappelé, c'est que la précarité de certains enfants font qu'ils ne partent pas en vacances. Et le SNU, ça se passe pendant l'été. Donc nous, on dit, puisqu'il y a des associations d'éducation populaire, ou des associations qui le sont moins du point de vue du fond, mais qui existent dans ce sens-là, on disait que s'il y a 1,5 milliard d'euros à mettre, faites partir les enfants en vacances.
faites partir les enfants en vacances. Parce que les enfants, après une année scolaire, ils ont besoin de se reposer. Ils n'ont pas besoin de faire le pied de grue devant un drapeau ou alors de siffler la Marseillaise. On n'est pas là-dedans. La question, elle est que les enfants ne partent pas en vacances et que cet argent aurait bien été utile pour des associations en plus qui, nous le savons, sont en difficulté financière et qui ont été très utiles, notamment pour la période de confinement. Parce qu'en vrai, ceux qui ont permis de faire ces missions de service public en déléguant à l'initiative individuelle, à la solidarité, au bénévolat, etc., ce sont les associations qui ont été écartées du SNU. Parce que c'est ça la réalité. Et enfin, moi qui connais un peu la ruralité, et qui connais notamment les régions où c'est compliqué, par exemple pour les pompiers, etc., mais ils le font déjà. Les pompiers, les policiers, tous les services de proximité qui sont l'ordre de l'aide à la personne, d'un point de vue un peu plus musclé, j'ai envie de dire, tous les ans, ils font des campagnes régulières pour demander aux jeunes de se mettre dans des logiques de rentrer dans des corps, parce que c'est des corps où on fait appel aux jeunes pour venir renforcer et participer aussi au renouvellement générationnel de ce qui est utile à nos enfants. Moi, vous savez, quand j'étais gamin, et je finirai là-dessus, j'allais en vacances régulièrement dans la région de Grenoble dans un village qui s'appelait Volnavet. À Volnavet, vous aviez la caserne des pompiers. Mais s'il n'y avait pas eu des jeunes pour y participer tout au long de l'année, en fait, les pompiers ne pourraient pas faire leur travail. Donc, vous voyez, tous ces gens-là font déjà ce travail-là. Donc, quel est l'intérêt de faire porter au ministère de l'Éducation nationale, si ce n'est pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, de mettre en place une sorte d'autoritarisme idéologique en direction des enfants, alors que justement, que ce soit les pompiers ou la police de proximité, etc., ont déjà besoin et font déjà appel aux jeunes pour venir les aider dans des missions ponctuelles, mais qui sont des missions qui sont tout au long de l'année et qui aident les gens. Vous voyez, tout ça, ça existe déjà. Donc on a fait croire que tout à coup, il y avait besoin de mater les enfants. C'est ça la réalité, c'est ça la logique, et c'est ce que nous avons combattu au niveau de la FCPE, en soutien d'ailleurs aux associations d'éducation populaire qui font admirablement leur travail, mais il leur faut les moyens pour continuer à le faire parce que c'est compliqué. Mais et aussi dans un cadre où un gouvernement met la pression sur tout le monde, y compris sur les associations, pour leur dire si vous n'êtes pas gentil, on vous supprimera encore plus les indemnités. Et comme tu le dis, il y a besoin d'un tissu associatif fort dans une France qui manque de solidarité et beaucoup de jeunes, comme tu le dis aussi, sont engagés également aussi sur des causes écologistes. Donc c'est vrai que c'est faux de dire que les jeunes ne sont pas engagés et la police, en tout cas le gouvernement leur envoyait généralement la police pour les mater encore une fois quand ils veulent désengager un engagement de la jeunesse, mais c'est un engagement soumis. Ce que tu voulais dire quand tu disais si vous n'êtes pas gentil, ça veut dire si vous n'adhérez pas à notre projet de service national universel, effectivement, on vous coupera tout partie des fonds qui vous sont habituellement alloués pour votre fonctionnement, pour l'ensemble de vos projets. C'était effectivement un chantage absolument ignoble. Mais ce qui fait que dans certaines grosses fédérations, il y a eu des grosses tensions. Moi, je suis aussi membre des CMA. Les CMA avaient signé avec le gouvernement, mais des grosses tensions parce que manquant cruellement de financement, mais pas d'accord sur les valeurs. Et c'est vrai que ça rend les gens un peu fous quand on leur dit si vous voulez de l'argent, adhérez à nos idées et nos valeurs, alors que c'est à l'opposé, Rodrigo l'a dit, à l'opposé des valeurs d'émancipation, c'est des valeurs d'éducation qui sont à revoir, à discuter en tout cas. Et puis il reste des questions fondamentales par rapport au projet gouvernemental. C'est aussi la question par rapport aux droits de l'enfant. Oui. La France est signataire de la Convention européenne des droits de l'enfant. Et un certain nombre de ce qui se ferait, entre autres l'encasernement obligatoire va complètement à l'encontre. Est-ce que tu as un peu des éléments sur cette question-là, Rodrigo ? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vraies atteintes aux droits de l'enfant. Par exemple, puisqu'on parlait d'autoritarisme, il y a eu un point d'orgue, notamment à Mantes-la-Jolie, où des jeunes qui manifestaient ont été mis à genoux, les mains sur la tête par les forces de l'ordre. Une classe qui se tient sage. Dans tout ça. Ouais. Voilà, il y a une dérive de la vision qu'on a de l'enfant, de la vision qu'on a du jeune, qui permet soit à une société tout entière, et ça a été le cas parfois, en tout cas aux forces gouvernementales d'agir sur des moyens qui contreviennent aux droits des enfants. La place d'un enfant est à l'école. La place d'un enfant est de prendre soin de lui. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que notamment quand les lycéens, par exemple, ont manifesté contre les E3C, et ils avaient bien raison de le faire avec le recul, même si on a été à leur côté, la façon dont la traité de nos gestes a été extrêmement musclée. On a traité la jeunesse de façon musclée.
quand une société l'accepte, et le gouvernement a agi dans ce sens-là à travers le SNU ou à travers d'autres choses. Donc, d'une certaine façon, il y a une sorte de banalisation du traitement autoritaire de l'enfant, non pas dans le sens de l'aider, mais dans le sens de le mater. Et ça a été assez général. Donc oui, aujourd'hui, la France, et elle est pointée du doigt d'ailleurs par Amnesty International, porte atteinte aux droits des enfants. Par exemple, tous ces enfants qui aujourd'hui devraient être à l'école et qui n'y sont pas, qui sont notamment, suite à la question des réfugiés qui arrivent, etc., qui sont partout sauf à l'école, ou alors qu'on essaie de renvoyer à la frontière. Je pense à cette jeune fille afghane qui est arrivée en France et qui a été renvoyée dernièrement, qui est au QTF, alors qu'elle a été en France, elle parle correctement le français, elle a été jusqu'à Bruxelles pour plaider sa cause, elle a fait plein de passages médics, c'est-à-dire qu'on s'autorise à changer le regard vis-à-vis de l'enfant, c'est-à-dire le devoir de le protéger. Et c'est ça que dit le SNU, c'est que ce n'est pas à nous adultes de vous protéger, mais c'est à vous de vous soumettre. Et on est en plein là-dedans. Et ça a été extrêmement difficile. Par exemple, Mohamed le sait, parce que, et aussi si vous êtes adhérent à la FCPE, on a organisé, d'un point de vue d'émancipation, d'un point de vue d'affranchissement, des opéras pour les enfants. C'est-à-dire qu'on a eu la mise à disposition de l'Opéra de Lille et de l'Opéra de Montpellier, dans lequel on a réuni les parents et les enfants pour avoir accès à l'opéra, parce qu'on sait ce que ça veut dire et que c'est difficile d'y aller en France parce que ça coûte extrêmement cher et qu'en plus il y a des valeurs symboliques là-dessus. Donc d'avoir mélangé des parents dans une sorte de mixité, quelle qu'elle soit, dans un même lieu sur une action éducative, mais qui permet à des enfants d'avoir accès à ce qu'ils n'ont pas accès au long de l'année. Nous, on a essayé d'interpeller les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics n'ont pas voulu financer ce projet-là. De la même façon, quand on a fait les cars à la mer, on a envoyé plus d'une centaine de cars globalement tout cumulés parce que les enfants partent pas en vacances. Et ben en fait, c'est la solidarité entre les adhérents de la FCPE qui a permis de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est nos adhésions qui ont payé les cars et c'est le bénévolat des parents qui ont permis de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où parce que il y a eu cette logique de changement de braquet de comment est-ce qu'on fait travailler les associations en direction des enfants et des jeunes pour respecter leurs droits à se reposer, leur droit à aller à l'école, leur droit à avoir accès à la santé, etc. En fait, ce sont les associations qui prennent le relais de l'État et qui font ces missions de service public, tout en essayant et en les condamnant parce qu'on leur diminue les budgets. Donc, inévitablement, à un moment donné, ça devient compliqué. Et quand ça devient compliqué, c'est que les associations ne peuvent plus le faire parce qu'elles n'ont plus les moyens de le faire. Et aussi, le Covid a profondément fatigué les gens. Eh bien, l'État lui continue et persiste à mettre de l'argent dans un truc qui sert à rien d'un point de vue de l'attention aux jeunes, mais qui par contre est extrêmement utile par rapport au consentement, j'ai envie de vous dire, de la société française à accepter qu'on puisse s'autoriser à traiter la jeunesse de cette façon-là. Et là, vous avez raison, il y a une atteinte profonde à ce traité qu'a signé la France, qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant. Oui, parce que de toute façon, Emmanuel Macron et son parti savent bien que quand ils voudront le rendre totalement obligatoire, hein, c'est bien leur projet. Il y a un certain nombre d'articles qui ont été signés par la France. Un enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre son gré. On garantit son droit à la liberté d'expression. Il y a un certain nombre d'articles directement de la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui sont malmenés et qui sont incompatibles avec ce service national universel. Donc, ils ont bien l'intention de changer des règles, notamment dans la Constitution, parce qu'on ne peut pas mobiliser comme ça les gens contre leur gré comme on veut. On fait une deuxième petite pause musicale assez rapide. Alors on va entendre un montage fait par notre copain Franck, il a mélangé le début un extrait de Full Metal Jacket, le sergent Hartmann, avec une très courte chanson de Ludwig von 88 qui s'appelle Marche au pas. Ça dure 1 minute 54. RCN, Parole de paix, Stéphane Tabouin. Donc on a entendu un savoureux petit mixte fait par Franck qui mélangeait un extrait du film Full Metal Jacket de Kubrick qui date de 1987, à voir si on l'a pas vu, et une chanson punk des Ludwig von 88 qui s'appelle Marche au pas. Nous sommes cette semaine autour de la question du service national universel. Autour des micros, il y a Mohamed de la FCPE, Grudji et moi pour le MOC, mais aussi
on est aussi tous les trois enseignants et parents pour certains et à la FCPE aussi. Et nous avons comme invité Rodrigo Arena qui a été coprésident de la FCPE en 2019 et qui est préoccupé par les questions d'éducation, qui a écrit aussi un ou deux ouvrages, je ne sais pas si le deuxième est déjà sorti, on était en train de dire que le service national, c'est une vraie question d'éducation, c'est une vraie question de société, de rapport à la jeunesse, et non une certaine partie de la France, Rodrigo nous disait, et a cette image que l'enfant c'est une personne qui doit être matée, brisée, disciplinée et dans l'obéissance absolue, et donc le cadre militariste lui convient bien, et la plupart des parents, moi j'espère, la plupart des parents des éducateurs du monde de l'éducation populaire a une vision beaucoup plus émancipatrice. On doit faire avec les jeunes ne sont pas ces méchantes bêtes qu'on veut nous présenter, mais ça plaît à un certain électorat, cette vision de l'uniforme, de la garde à vue et de la soumission. C'est vraiment et la manipulation encore plus par rapport à la jeunesse. Quand on parle au niveau de la jeunesse, on dirait que le gouvernement ils vivent pas avec la jeunesse d'aujourd'hui, parce que donc chaque fois on impose des règles, alors que la jeunesse, ils ont besoin plus, de civisme, besoin aussi de la citoyenneté, de comprendre, vivre ensemble, surtout dans un monde compliqué, difficile, avec le Covid, avec les guerres qui sont autour. Et on va encore les introduire encore dans les guerres, avec encore militarisé, de façon à toujours accepter, sans avoir le temps de réfléchir et aussi avoir aussi son avis et aussi de s'exprimer. Et c'est ça qu'on a besoin dans l'entêtement de le gouvernement, ça accentue encore plus. Donc l'isolement de notre jeunesse, la peur de ce qui est, on dirait qu'on est en train de les préparer à avoir l'angoisse, à avoir toujours la peur de l'autre. Alors que l'éducation, comme on dit, donc les associations qui sont autour, qui sont de proximité, on les aide même pas. On leur donne même pas les moyens donc d'apporter, alors que c'est eux qui s'occupent de ces jeunesses, c'est eux qui sont toujours autour d'eux, c'est eux qui sont à côté d'eux, c'est eux qui sont en train de les aider. Quand on parle de service civique, qui accueille les jeunesses de service civique? Que les associations de proximité. Mais à côté, on leur demande pas leur avis, on leur demande pas aussi de s'exprimer, d'avoir au moins leur information, leur aussi donc les aider, de leur donner les moyens, surtout humains, et aussi donc les moyens quand on parle 1,5 milliard, par rapport à seulement à militariser notre jeunesse, alors que on a besoin de vivre ensemble, on a besoin de l'ouverture, on a besoin surtout quand on parle des familles qui sont diminuées, qui n'ont pas les moyens pour même au niveau de voyages, de sorties, et il y a rien. Au lieu de donner de l'argent pour les voyages scolaires, alors que beaucoup de parents ne peuvent pas payer pour faire participer leurs enfants. Et on parle aussi au niveau dans les quartiers plus difficiles, il y a pas de moyens pour les associations pour diminuer au niveau délinquance, etc. On veut donner cet argent-là seulement pour faire semblant de vraiment soumission au lieu d'aider la jeunesse. Oui, et tout à fait. C'est ce qu'on disait avant la pause musicale, très bien résumé et développé par Mohamed. Il y a aussi un autre souci, c'est qu'effectivement ce projet, il avance à coups de marteau, à coups de contraintes violentes, parce qu'en fait la réalité c'est que les jeunes eux-mêmes n'en veulent pas. Même si dans les médias on nous montre justement c'est volontaire, il y a eu 3 salves pour l'instant, 3 recrutements de volontaires, donc des gens qui aiment ça, et il y a eu des enquêtes, des études qui montrent que la plupart de ceux qui aiment ça, de ceux qui ont demandé ça, ce sont eux-mêmes des enfants de militaires ou de gendarmes, beaucoup. Donc c'est déjà une certaine frange de la population, mais les autres, qu'est-ce qu'on va leur faire? Les autres, il va falloir qu'ils rentrent il va falloir les faire rentrer dans le rang de façon violente. On disait tout à l'heure, donc il y a eu 2019, 2000 seulement, 2000 jeunes volontaires, ils les ont trouvés. Ric-rac. L'année d'après 2020, il n'y a pas eu de service. Ils disent qu'il n'y en a pas eu à cause de la pandémie. Voilà, à cause de la pandémie. En 2021, nouvel essai, ils cherchaient à avoir
25 000 jeunes sur toute la France et tous les départements étaient concernés et ils ont péniblement réussi à avoir 14 000, soit 10 000 de moins sur 25 000 jeunes qu'ils voulaient. Plus l'abandon, qui ont abandonné pendant le service. Oui, ça aussi, on en parle. Tu as raison, qui ont parfois un tiers, parfois dans certaines régions, c'était presque la moitié. Oui, et donc pour 2022, là ils annoncent, je vois qu'il y a même le recteur de l'académie Nancy-Metz, Jean-Marc Huard, un ami personnel de Blanquer, celui qui avait participé à créer un syndicat lycéen fantôme de la République en marche, donc Jean-Marc Huard, qui est recteur de l'académie Nancy-Metz, pour lequel nous travaillons. Donc ils mettent la pression. Ils disent aux jeunes qui ont été faire le service national universel, aller chercher un ou deux autres jeunes, demandez-leur de s'inscrire. Ils mettent une pression parce que 2022, ils voudraient avoir 50 000 jeunes et j'ai l'impression qu'ils vont aussi encore avoir du mal. Donc, Rodrigo, qu'est-ce qu'on fait nous parents, qu'est-ce qu'on fait nous associations, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cette jeunesse qui veut pas y aller, comment on fait pour empêcher que ce projet ne devienne réalité avec une obligation pour toutes et pour tous. Moi ma fille est en 5e, elle me dit papa, je veux pas aller au service national universel. Elle me dit, dans mon collège, à Chopin, à Nancy, au moment où on mange, il y a des publicités, il y a des grosses télévisions qui nous font la publicité pour dire d'aller au SNU. Comment, nous, parents, qu'est-ce qu'on fait? Comment nous, on s'organise? Bon, il faudrait, effectivement, le mieux, c'est que Monsieur Macron ne passe pas les élections, voire l'éliminer au premier tour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, maintenant? En fait, je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire informer, prévenir et accompagner. Quand un enfant dit « je ne veux pas le faire », comme l'élève dont tu viens de faire l'état, les parents doivent dire très clairement « ma fille ou mon fils n'iront pas ». Voilà. Après, ce qui est scandaleux là-dedans, et c'est là où il faut dénoncer, ou alors travailler aussi à des contre-campagnes de communication, c'est qu'aujourd'hui, tous les moyens de la communication du ministère et des rectorats, puisque ce sont les appendices, sont mis au service de ce projet parce qu'il faut remplir. Mais ils savent très bien qu'ils vont pas remplir. La question, c'est que c'est une campagne idéologique. C'est une campagne de marketing, c'est une campagne de propagande. Parce que le SNU, c'est de l'embrigadement. C'est ça dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que des enfants doivent aller dans une logique militaro de service public et de mission de proximité soumise à une autorité, etc., telle qu'on vient d'expliquer jusqu'à présent, et que, en plus, s'ils le font pas, ils sont pas gentils, c'est des mauvais citoyens et c'est des mauvais Français. C'est ça qu'on est en train de dire aux gens. Donc, nous, notre rôle, mais j'ai envie de te dire, avec toutes les associations, c'est pas seulement la FCPE, c'est toutes les associations qui s'intéressent à cet aspect-là, doivent travailler ensemble. C'est ce qu'on a essayé d'initier à l'époque sur le SNU. D'ailleurs, on a plutôt bien réussi. On a quand même fait des tribunes ensemble, on a fait des actions ensemble, mais c'est pas suffisant pour que, établissement par établissement, partout où nous sommes organisés collectivement, il y ait ce message, non pas de dire, d'interdire, parce que de toute façon, le gouvernement le fera s'il poursuit son action. Et il a continué à le faire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligés, et si on veut vous obliger, eh bien, vous savez quoi, on sera à vos côtés parce qu'il y a un truc auquel le gouvernement ne peut pas s'émanciper, il ne peut pas s'affranchir du respect de la loi. Donc la loi est de notre côté, utilisons-la. Mais pour pouvoir utiliser la loi, comme dit le vieil adage, encore faut-il la connaître, et il s'avère que les fédérations comme la FCPE ou les associations que vous avez citées, comme les CMA, les Franca, etc., sont capables, elles, d'accompagner les enfants, les jeunes et les parents pour dire vous avez le droit de mettre en place ce dispositif parce que la loi vous autorise, mais j'ai le droit de ne pas le faire. Et si vous obligez mes enfants, et si vous le mettez face à un matraquage publicitaire intensif, je peux aussi aller contre vous parce que on n'est plus dans l'incitation, on est dans l'embrigadement. Et là, il y a une frontière qu'il va falloir affronter. Parce qu'on ne confond pas en France autorité et autoritarisme, parce qu'on ne confond pas non plus démocratie et république avec un régime autoritaire. Voilà, tout ça on a connu. On a connu sous Vichy, on a connu sous tout ça. Donc l'enjeu, il est là. Donc la question, pour pas être en outrance, c'est organisons-nous et résistons.
Et tout à fait. Et si possible, passons à l'offensive. Tout à fait. Mais alors donc Grudgy et moi, nous sommes au MOC, mouvement de l'objection de conscience, donc qui a une histoire avec l'institution militaire assez longue. Mais c'est vrai que les sanctions sont difficiles. L'objection a eu beaucoup de mal à être admise en France. C'est après une longue grève de la faim d'un pacifiste, Louis Lecoing, qui en 63 sur son lit à l'hôpital parce qu'il était mourant. Il était en prison. En prison et De Gaulle a lâché le droit à l'objection de conscience en 1963, mais c'était interdit d'en parler, sinon on risquait des peines. Et en 1983, le droit à l'objection de conscience était enfin pleinement reconnu. Là également, pour les jeunes qui refuseraient le service national universel, les sanctions qui sont prévues sont terrifiantes, démentes, de dire si vous n'allez pas au service national universel, vous ne pourrez passer aucun diplôme, ni le permis de conduire, ni un examen, ni le bac, ni quoi que ce soit. C'est monstrueux. Est-ce qu'il y a des gens qui seront capables de se battre contre ça, de se lever contre des sanctions aussi violentes? C'est pas de la prison, mais c'est une prison sociale. C'est une mort sociale ce qui est promis à ceux qui le refuseraient. Il y a une autre question aussi qui se pose, c'est que si vraiment ils veulent le généraliser, une des seules façons qu'ils pourraient avoir de le généraliser, de le rendre obligatoire, c'est qu'effectivement ça rentre dans le cadre de l'armée, d'une forme d'armée, et c'est-à-dire que les jeunes seraient alors des conscrits même pour une courte période, ce qui veut dire qu'ils seraient ensuite mobilisables en cas de conflit et de rétablissement du service national, puisque le service militaire a été uniquement suspendu, il suffit d'un simple décret pour le rétablir, et à aucun moment ces personnes-là ne pourraient non plus faire acte d'objection de conscience. Et c'est-à-dire qu'il y aurait 800 000 jeunes qui seraient aussi soumis à une obligation et à une éventuelle incorporation d'office par la suite, si un gouvernement le décidait. Ouais, qu'est-ce que tu en dis, toi, Rodrigo, de ces questions donc on entend et on le retiendra. On retient l'idée de se mettre ensemble. C'est pas le service civique. Oui. C'est deux choses différentes. Tout à fait. C'est-à-dire que l'obligation des jeunes à devoir faire en gros ce qui était les 3 jours à l'époque, etc. Ça c'est une chose. Le CENI c'est autre chose. Le CENI c'est sur la base du volontariat. On peut pas obliger les gens. Donc effectivement il y a des contraintes. Moi aujourd'hui, je suis pas juriste. Mais la FCPE, elle a toujours été du côté du droit, du côté de la loi, et on sait aussi aller au tribunal quand il faut. Moi, je m'interroge aujourd'hui, à titre personnel, sur la possibilité, la légalité de conditionner ce que vous parlez du bac, du permis de conduire, etc., à quelque chose qui n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, il s'avère que les nouveaux 3 jours, tels qu'ils ont été réinventés, sont obligatoires. Donc c'est une décision politique. Et une décision politique, ça se combat comment? Ça se combat d'abord politiquement, avec les personnes qui sont élues pour le faire, mais ça se combat aussi dans l'opinion. Donc aujourd'hui, je pense que les associations dans lesquelles on fait tous partie d'une façon ou d'une autre doivent s'organiser et doivent se coordonner, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que si on s'organise, si on se coordonne pour taper tous ensemble au même moment sur le même clou, peut-être qu'on peut réussir. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est bien normal. Parce que aussi, l'histoire associative de ces 10 dernières années fait que chacun a été en gros dans sa paroisse d'une certaine façon, en toute laïcité. Mais à un moment donné, il va falloir se réunir, mais autrement que seulement sur des tribunes et des textes. Va falloir aller sur des choses un peu plus militantes, un peu plus revendicatives, parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui, je pense que personne a envie de faire la grève de la faim pour dire le SNU c'est fini ou le service civique c'est fini. Personne fait ça aujourd'hui. Oui. On le fait il y en a qui le font sur d'autres choses. Donc cette radicalité-là ne se trouve pas sur ce sujet-là, parce qu'il y a une acceptation aussi de la société assez globale sur cette idée que on n'y arrive plus avec les gamins. Ils respectent plus rien. Les joueurs de foot, ils savent pas chanter la Marseillaise. Vous voyez, il y a cette dérive, ces 10 voire ces 20 dernières années. Donc la question, c'est, il va falloir accepter de prendre son petit bâton de pèlerin et pas à pas, quartier par quartier, école par école, département par département, faire œuvre commune pour dire on ne peut pas continuer à traiter la jeunesse de cette façon-là. Mais si on dit qu'on ne doit pas traiter la jeunesse de cette façon-là, ça veut dire qu'on propose un modèle alternatif. Et nous, ce qu'on propose, c'est l'école.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand t'as les gamins qui pendant une demi-journée vont, mon gamin vient de le faire là, vont faire leur service militaire en mode service revival, parce qu'en vrai c'est même pas un service militaire. En quoi ça consiste? On leur apprend les valeurs de la République, on leur apprend, enfin des trucs où c'est le rôle de l'école d'apprendre ça, parce que les valeurs de la République c'est une démarche philosophique avant tout. Après c'est une démarche pratique. C'est une démarche concrète et c'est une expérience. Et j'ai envie de te dire, c'est ce truc-là, les valeurs de la République, respecter l'autre, apprendre à défendre l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier. Enfin, c'est la mission de l'école. On fait ça tout le temps, mais ça se fait pas en étant au garde à vous avec les mains sur les côtés. Ça se fait avec des enseignants. Faut laisser les enseignants faire leur métier. Donc, quand t'as moins d'enseignants, quand t'as moins d'écoles, quand t'as moins de services publics, dont c'est la mission de faire ça, eh ben, tu dis quoi? Bah, puisqu'on n'y arrive pas d'un point de vue éducatif parce qu'on met pas les moyens dans l'école pour le faire, bah, on va leur apprendre la claque dans la gueule. Eh ben, on sait par contre que la claque dans la gueule, c'est pas un acte éducatif, c'est un acte de soumission, mais ça encore faut-il que les uns et les autres on le reconnaissent. Et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'uniforme, et je finirai sur cet exemple-là. Il y a beaucoup de gens, mais y compris à la FCPE, qui trouvent que l'uniforme c'est formidable. Oui, donc tu vois, il y a une vraie baston idéologique à mener par l'expérience, par l'exemple, et à rien lâcher. Sauf qu'on a tellement lâché pendant un certain temps parce que ça a été compliqué aussi, qu'aujourd'hui on est dans la reconquête. On est dans la reconquête non pas au sens de Zemmour, non pas au sens de Zemmour. Tu vois, même les mots, faut nous les réapproprier. Lui, il a pas le droit d'utiliser ces mots-là. Ils ont pas le droit d'utiliser les mots République. Ils ont pas le droit d'utiliser les termes d'égalité, de liberté. Parce que c'est nous la France aussi. Et nous, notre France, elle est généreuse. Notre France, elle est bienveillante. Notre France, elle prend soin des enfants. Donc, tu vois, quand on se laisse désapproprier, y compris de son vocabulaire, eh ben la bataille elle commence là. Donc, c'est un enjeu. Et ça va pas se passer en mode bisounours, ça va se passer de façon offensive. Et moi, je peux te le dire à titre personnel, parce que quand j'affirmais des trucs en tant que coprésident de la FCPE, qui était à contre-courant on va dire du mainstream et de ce que tout le monde accepte à grand renfort médiatique tous les jours, bah ouais, on s'en prenait plein la gueule. Mais faut accepter ça, faut accepter cette logique de se dire que c'est pas gagné. C'est pas facile, mais ça commence maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Sur ces belles paroles, vraiment, on te remercie, Rodrigo Arena. On dit Arena, soit Arena. Merci. Merci à Rodrigo. Mais je suis pas susceptible. Merci à toi. C'était vraiment une émission très intéressante. Et nous, on continue à dire aux auditeurs de se mobiliser. Le collectif lorrain contre le SNU, on peut lui écrire, c'est clasnu, CLASNU @antisnu.ouvaton.net. On le mettra sous la vidéo. Et puis il y a aussi une pétition, rapidement pour terminer, Grudgy. La pétition, elle est sur change.org et elle est s'appelle non au SNU. Non au SNU. Il faut signer massivement. Bon, elle a du mal à décoller cette pétition. On se remercie tous. On se dit à bientôt. Merci à Pierre qui était avec nous à la technique. Merci beaucoup aussi. Une pensée aussi pour Cyril toujours. Et puis à bientôt sur Parole de paix sur RCN 90.7. Au revoir à tous. Merci beaucoup. RCN, www.rcn-radio.org